Voilà tout ce qui me reste de mon fils. Des vêtements de bébé. Quand j'y pense, j'ai eu mon premier enfant. J'étais plein d'espoir. Et durant cette courte période, tout était parfait. Comme si tout allait dans mon sens. Et puis la réalité m'a rattrapé. Mr. Faust, you're going to be executed a week from today, is that correct? Yes. How do you feel about that? Fine. Feel good about it. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un fils sociopathe, un sociopathe antisocial. I want to get this done. And pretty much at that point, I had already made up my mind to more or less to kill him. Comment expliquer ce sentiment d'avoir donné la vie à un monstre? Comment expliquer ça à quelqu'un? Je crois que j'ai besoin d'une pause. Je suis désolé. Ça, c'est une photo de lui, avec sa mère. Il était fils unique. Lorsque j'ai rencontré la mère d'Aaron, j'avais 20 ans. J'étais en dernière année de fac. Au départ, elle était ravie à l'idée d'avoir un enfant. Mais malheureusement, ça a vite changé, très rapidement. Elle semblait avoir un problème avec le fait d'être mère. Quand sa mère est partie, après le divorce, j'avais l'impression qu'il n'était pas heureux. Je n'arrêtais pas de lui dire que je l'aimais, que ça n'y changeait rien et que ça ne changerait jamais. J'ai fait de mon mieux en tant que père. À ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer les terribles événements qui m'attendaient au tournant. C'est impossible. À la maison, en ma présence, il n'y avait pratiquement jamais de problème. C'était toujours 5 minutes après mon départ que les choses se gâtaient. J'emmenais mon fils chez la nounou la journée quand je travaillais. C'était une femme chrétienne très gentille. Au début, il n'y avait pas de souci. Mais je me souviens d'un jour où je suis allé le chercher chez elle. What's wrong? Robert, I'm not really sure how to explain this. La nounou m'a dit qu'elle avait surpris Aaron en train d'étrangler le chat. There must be some misunderstanding. Maybe he was just playing with her. He wasn't playing. Il tenait le chat par le cou et il l'étranglait. Et le chat l'a griffé. This is alarming behavior. I am very worried about your son. I think he might need help. Le chat s'en est sorti. Il ne l'a pas tué. Mais ça m'a perturbé qu'il s'en prenne à un chat. Aaron, come here. Aaron, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as étranglé le chat? You want to tell me what happened? I don't know, I just wanted to, I guess. Je n'ai pas obtenu de réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est tout. Il avait envie de prendre le chat et de l'étrangler sans aucune raison apparente. Aaron, tell her you're sorry. I'm sorry I hurt your cat.
J'essayais d'être un bon père et de comprendre ce qui se passait dans sa tête. I'm so sorry about this. I'm going to talk to him and make sure this never happens again. Let's go. Il n'y avait jamais d'explication rationnelle à ce qu'il faisait. Alors comment trouver une solution? Ça n'était pas un garçon comme les autres. Il avait environ 6 ans. Un matin, je me suis réveillé vers 6h30. Comme d'habitude, je vais pour le réveiller et pour l'aider à se préparer pour le petit déjeuner et pour l'école. Mais en arrivant dans sa chambre, je ne le trouve pas. Je commence à le chercher, mais il est introuvable. Je regarde dehors et je le vois dans le jardin. Il est assis en tailleur, les jambes croisées, à l'entrée de la niche du chien. Et il est perdu dans ses pensées. Il doit faire 4 degrés dehors. On est en plein hiver. Je ne sais pas depuis combien de temps il est là. Je sors, je vais le chercher, je lui mets une petite fessée et je lui redemande ce qu'il fait là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis qu'il risque d'attraper froid et qu'il peut même mourir s'il a froid pendant trop longtemps. Mais il ne me répond toujours pas. C'est arrivé plusieurs fois au cours de la même semaine. À ce moment-là, je me demandais vraiment s'il était normal ou non. J'ai d'abord pensé à une maladie mentale, à une tumeur au cerveau, mais il n'avait pas d'autres symptômes. Il était en bonne santé. Je me suis vraiment demandé, et je sais que ça a l'air fou, mais je me suis demandé s'il était possédé. Je ne comprenais pas. Quelques semaines après cet incident, à 6h30 du matin, je réponds au téléphone. Un homme me demande « Vous savez où est votre fils ?» Et là, je me dis « Mais c'est quoi cette question ?» Je lui dis « Oui, je le sais, il dort dans son lit. Je ne pensais pas qu'il pouvait être ailleurs. » Il me dit d'aller vérifier. Je pose le téléphone, je vais jusqu'à sa chambre, et il n'y est pas. C'était très déconcertant comme situation. Quand son enfant disparaît, quel parent ne serait pas inquiet, terrorisé à se demander s'il a été enlevé, ce qui se passe? Je ne comprenais rien. Je me demandais si j'allais le revoir un jour. Je réponds au téléphone. Un homme me demande « Vous savez où est votre fils ?» Là, je panique. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est un kidnappeur qui m'appelle? Il me dit qu'il est policier, qu'il est chez lui et que mon fils est assis sur son porche, en pyjama. Okay, I'll be here. Thank you. Au moins, Aaron allait bien. La police a envoyé une voiture qui est allée le chercher et qui l'a ramené.
Aaron, I'm so glad you're okay. Sir, I'm glad your son is safe. But do you understand I gotta file a report? It's a very serious matter. Il m'a dit que si ça se reproduisait, on m'enlèverait mon fils. Child Services is gonna have to get involved. Quand il m'a dit ça, je me suis senti minable. J'étais tellement un mauvais père qu'ils envisageaient de me retirer la garde de mon fils. Yes, I understand. Thank you so much for bringing him home, officer. On a eu une longue discussion. Tu comprends à quel point c'est dangereux ce que tu as fait? I don't understand. What were you thinking? Mais c'était toujours pareil avec Aaron. Il ne répondait jamais rien. Pourquoi tu as fait ça? Something bad could happen to you. You understand what I'm saying? Il avait un regard vide. C'était comme si je regardais ce mur et que j'attendais qu'il me réponde. C'était la même chose. I just don't want you to get hurt. Okay? Why don't you go inside? I'll make us some breakfast, okay? J'avais peur que ça continue de prendre de l'ampleur. Et je ne savais pas ce qui allait se passer. Il n'y avait jamais une période où il ne se passait pas quelque chose à l'école. Qu'ils perturbent la classe ou qu'ils se battent pendant la récréation, c'était sans arrêt. J'allais régulièrement à l'école pour discuter avec le proviseur de la dernière bêtise que mon fils avait faite. Un jour, Aaron a surpris un garçon qui embêtait un petit. Mon fils s'est interposé et lui a donné une leçon. Yes, of course fights happen in school, Mr. Faust. But Aaron took this much too far. Il a attendu le garçon à la sortie de l'école et il l'a frappé tellement fort qu'il s'est cassé un os de la main en lui donnant des coups de poing. A student was seriously hurt. Vous vous rendez compte? Se casser un os de la main en frappant quelqu'un? You understand what you did wrong, right? He's a bully. He deserves to be hit. On essaie de leur montrer la voie et de leur montrer la différence entre le bien et le mal. Et on leur dit qu'ils seront punis s'ils se comportent mal. If something like this happens again, there will be disciplinary action. Mais ça ne semblait pas avoir d'effet sur Aaron. I'll make sure this doesn't happen again. We'll finish this conversation later. Right now, we need to get you to the hospital and get your wrist checked out. Il ne regrettait pas d'avoir frappé une brute. Il avait fait ce qu'il avait à faire à ce moment-là. Peu importe les conséquences. Peu importe ce qui était bien ou mal. Il voulait le faire. Sur cette photo, il doit avoir environ 7 ans. Je pensais qu'il adorerait le baseball, qu'il aimerait jouer, courir d'une base à l'autre. Mais ça n'a pas été le cas. Au bout d'un moment, il a eu des propos déplacés et un comportement inacceptable. Donc j'ai dû le retirer des entraînements. La situation était de pire en pire. Je ne comprenais pas. Est-ce qu'il était malade? Où était le problème? J'ai essayé pendant des années. J'ai essayé de changer les choses, mais je n'ai pas réussi. Il n'y avait pas de véritable réponse à ce qui se passait. Je l'ai emmené voir 3 psychiatres
Mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas poser de diagnostic avant ses 18 ans. Parce que les enfants passent par différentes phases qui leur permettent juste de grandir. But nothing's changed. He hasn't gotten better. I just don't know what else to do. Les 3 psychiatres qu'on est allés voir, ils n'ont rien fait. Rien du tout. Mr. Faust, please be patient. This is perfectly normal behavior. No, I really think there's something wrong with him. Ils ne m'ont apporté aucune réponse. You have nothing to worry about. I'm sure he'll grow out of this. Je pense qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait, tout comme moi. On avait vécu tellement d'épreuves, tellement de frustrations, sans jamais avoir de réponse sur ce qui se passait. Entre la frustration de voir la situation empirer et toute cette folie, je commençais à désespérer. Je me disais, s'il est comme ça à cet âge-là, qu'est-ce que ça va donner quand il sera adulte? J'imaginais un adulte tourmenté, le genre de personne qui pourrait commettre un meurtre. Ce n'est pas un sujet que j'aime aborder. Mais il m'est arrivé de penser... J'étais tellement frustré que j'avais envie de laisser tomber. J'ai envisagé de nous tuer tous les deux. C'est dur à admettre. Il était question de mon fils, que j'aimais. Mais la situation me semblait désespérée. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne voulais pas être responsable d'avoir lâché l'antéchrist dans la nature. C'était une période très sombre. Après avoir eu cette pensée, ça a été comme un tournant pour moi. J'ai décidé de m'en remettre à Dieu. J'ai prié. J'ai dit à Dieu que je lui confiais mon enfant. J'ai prié pour qu'il le protège jusqu'à ce qu'il aille rejoindre son Créateur. Parce que je voulais passer l'éternité avec lui. Je m'en suis remis à Dieu. Je ne savais pas quoi faire d'autre. C'était comme si j'avais pris des cachets qui m'avaient permis de chasser ces pensées sombres de mon esprit. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à comment ça allait se terminer. Sur cette photo, on dirait pas qu'il va bientôt tuer quelqu'un. Lorsqu'Aaron avait 14 ans, les problèmes sont devenus de plus en plus graves. Il a été arrêté pour la première fois pour avoir tenté de voler une voiture. On avait atteint un nouveau palier. Il ne s'agissait plus de petites bagarres à l'école. Aaron,
Why do you keep doing these things? Il n'avait pas grand-chose à dire pour expliquer son geste. Je lui ai demandé s'il comptait vraiment voler une voiture et il ne m'a pas répondu. J'ai eu l'impression qu'il était un peu fier de lui. I was just trying to have a little fun. Hey, there's other ways to have fun besides stealing a car. Relax, Dad. You're overreacting. 90% des enfants auraient eu des remords. Mais lui, non. It's really not a big deal. Et après, ce serait quoi? Un cambriolage chez un bijoutier? Un braquage de banque à main armée? Qui sait? Can we just get out of here already? Je voulais qu'il soit puni, qu'il soit envoyé dans un centre de détention pour mineurs. Qu'il paye pour ce qu'il avait fait. Mais le juge lui a donné 1 an de probation en disant que s'il évitait les ennuis pendant cette période, il n'irait pas en centre de détention pour mineurs. Soyez sage, sortez de mon tribunal et ciao. Et c'était terminé. Quand Aaron a eu 15 ans, les problèmes se sont intensifiés. Il a eu une altercation à l'école. You care to explain yourself? Il avait un couteau sur lui. Did they actually call you in because of that? Of course they did. This is a serious matter. Un agent de la sécurité l'a vu. Il a arrêté la bagarre et il a trouvé le couteau d'Aaron. Do you know how dangerous this is? Whatever. I wasn't gonna hurt anyone. J'étais incapable de dire où il se l'était procuré, ni ce qu'il comptait en faire. We have been over this before, Aaron. What's the problem? It's not like it was a gun or anything. No. Il s'en fichait. À ce moment-là, j'étais désespéré. La situation n'avait cessé d'empirer depuis qu'il était petit. You know what? They're always trying to bust me for something, and you're always giving me a hard time when I haven't done anything wrong. I'm so sick of this. J'avais peur de le laisser tout seul et de me retrouver à attendre de savoir ce qu'il avait encore fait et de me demander ce qui allait se passer. Je ne voulais pas passer ma vie ainsi. Et je n'avais personne sur qui compter. La seule option qui m'a semblé envisageable, c'était qu'il aille vivre avec sa mère dans l'Iowa. Et elle a accepté. C'est une photo d'Aaron quand il avait 14 ans. Il a l'air heureux sur cette photo. En le voyant, tout le monde se dirait qu'il s'agit sûrement d'un enfant formidable qui a une belle vie. Il n'y a rien sur son visage qui laisse penser que c'est un psychopathe. Ça ne se voit pas. En regardant ça, je me demande comment il pouvait être comme ça parfois et devenir quelqu'un de totalement différent à d'autres moments. Ce n'était plus la même personne. Mais depuis, j'ai appris que c'était le cas de la plupart des sociopathes. Il paraît que ce sont des gens qui peuvent se montrer très sympathiques et en même temps, ils sont très dangereux. Là, il avait 18 ans. C'est quand il a fait une course-poursuite dans l'Iowa. Un policier le suivait en voiture. Aaron allait un peu trop vite, alors il a essayé de semer la voiture de police. Il a fait 3 mois de prison. C'est à ce moment-là qu'un psychiatre l'a diagnostiqué sociopathe antisocial. Quand il a été libéré, il est revenu dans la région de Fort Worth.
Il en parlait librement, en toute honnêteté. Il n'a pas essayé de me le cacher. Il m'a dit qu'il voulait lui faire prendre des médicaments très forts. Aaron, what are those? Just some pills the doctor gave me. Et bien sûr, Aaron refusait de les prendre, à moins qu'on le force à le faire. Il ne voulait pas les prendre. Shouldn't you be taking these? Nah, Dad, I'm not gonna take them. Aaron avait 18 ans à ce moment-là. Il était adulte, c'était son choix. Alors même si ça expliquait beaucoup de choses sur son comportement, ses réactions et les problèmes qu'il avait, ça ne changeait rien au fait qu'il allait sûrement continuer à s'attirer des ennuis. Mais à cette époque, ce qu'il faisait n'engageait que lui. J'étais vraiment loin d'imaginer qu'il allait bientôt tuer quelqu'un. Il était à un moment de sa vie où il avait un travail stable, un appartement et une petite amie. Les choses semblaient enfin s'être apaisées. Il avait changé, il était devenu adulte, un adulte responsable qui allait faire quelque chose de sa vie. Il semblait enfin être sur le droit chemin. Mais il avait un côté obscur qui était toujours là. Aaron m'a appelé. Il s'était disputé avec sa petite amie. Quand je suis arrivé chez lui, il était très énervé. Il avait un fusil dans les mains. Il le brandissait comme ça. C'était effrayant la façon dont elle hurlait. Elle lui disait qu'il n'avait qu'à lui tirer dessus. Elle l'avait poussé à bout. Il était à cran. Il était sur le point de péter les plombs. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas s'en prendre à elle. Il ne voulait pas lui faire du mal. Il l'aimait. Et elle continuait à lui crier dessus. Il fallait absolument que je calme le jeu. Sinon, ça allait mal finir. J'ai finalement réussi à le calmer et à le convaincre de poser le fusil. Je lui ai dit de partir et d'aller chez un ami pour passer la nuit, histoire de se changer les idées. J'ai réussi à le convaincre de partir en voiture et de s'éloigner. Et les choses sont rentrées dans l'ordre. Je ne sais pas ce qui se serait passé si je n'étais pas arrivé. Je l'avais jamais vu comme ça. C'était de la folie. De temps en temps, il venait me voir et on discutait. Un jour, il est venu avec un autre type. On aurait dit des jumeaux. Ils portaient tous les deux des gilets de cuir. Ils ressemblaient à des membres d'un gang de motards. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il n'est pas rentré dans les détails. Mais il m'a expliqué qu'il se faisait un peu d'argent en allant chercher des trucs pour des gens. Il m'a dit ça sur un ton très détaché.
Yeah. Nice to meet you. À ce moment-là, je n'étais pas au courant de la situation. You stay safe, okay? La plupart des gens que mon fils côtoyait étaient des trafiquants de drogue. Lorsque quelqu'un leur devait de l'argent et refusait de les payer, ils appelaient Aaron pour qu'il s'en occupe. C'est le genre de situation où si on ne règle pas la facture, on se retrouve avec un os cassé. Je le sais aujourd'hui, mais je l'ignorais à l'époque. J'en savais à peine assez pour me douter de quelque chose. Mais je n'avais plus autant de maîtrise sur lui que quand il était plus jeune et qu'il vivait sous mon toit. Un jour, il était dans un bar et il y avait un type qui embêtait une fille. Alors il l'a tabassé. Il a passé 2 jours en cellule en attendant de savoir si le type allait porter plainte. Je lui ai dit que s'il continuait de se battre dans les bars, il allait se faire tuer. Et il m'a dit, « Papa, je ne peux pas me faire tuer. » You don't get it, Dad. I'm invincible. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Et il m'a raconté une histoire. All right. Other day I'm in a bar, right? Il m'a dit qu'il était venu récupérer de l'argent et que le type avait sorti une arme automatique, un pistolet mitrailleur. Il a dit qu'il avait tiré dans tous les sens, comme ça. Bullets are flying everywhere. People are ducking left and right. Et mon fils n'a rien eu. Pas une égratignure, rien. Comme si c'était une sorte de super-héros, genre Superman. Et c'était la fin de l'histoire. I just can't get hurt. Il me racontait souvent comment il s'était retrouvé dans certaines situations, mais il n'allait jamais au bout en me disant qu'il avait tué quelqu'un. L'histoire n'allait jamais jusque-là. I'm bulletproof. Est-ce qu'il inventait ces histoires pour faire croire à son père que c'était un dur? Je n'en sais rien. À ce moment-là, je n'avais aucun élément que j'aurais pu communiquer à la police. Je n'avais pas de date, pas de lieu, pas de nom. Je priais juste pour que Dieu le garde en vie le plus longtemps possible. Plusieurs fois, j'ai pensé, Dieu s'occupe de lui. C'est la seule chose qui m'empêchait de devenir fou. Je lui ai demandé s'il y en avait eu d'autres. Et il m'a dit que oui. Pretty much at that point, I had already made up my mind to more or less kill him. C'était le 20 mai 1997, le jour de mes 48 ans. J'ai reçu un appel de mon ex-femme. Et elle m'a dit que la police était à la recherche d'Aaron et qu'il avait été arrêté. C'est tout ce qu'elle a pu me dire. Le lendemain, il m'a appelé depuis la prison pour me dire que son ami et lui avaient été arrêtés pour meurtre. La victime s'appelait David Ward. Co-workers and police found Ward's body inside his master bedroom. The 43-year-old hospital administrator was bound, hands and feet, with what appeared to be stereo speaker wire. J'avais passé toute ma vie à me demander ce qui allait se passer. Si j'allais recevoir un appel de la police. S'il allait être arrêté de nouveau.
Ça a été l'achèvement de tout ce qu'il avait déjà fait. Ça couvait depuis des années, tel un volcan prêt à exploser. Police say David Ward had socialized with 25-year-old Aaron Faust in nightclubs. And according to police, Faust and 21-year-old Jamal Brown had been chatting with Ward Sunday night when they demanded money and then overpowered him. J'espérais que même s'il avait des ennuis à cause des bêtises qu'il faisait, on n'en arriverait jamais là. They allegedly took Ward's car and used his credit cards in Irving and at a restaurant in South Arlington, where an alert employee tipped police. Police say each man was arrested after confessing to his part in the murder. Ça a été terrible d'accepter que mon fils unique puisse être jugé pour meurtre. Why did you decide to kill Mr. Ward, Mr. Faust? Well, there's a few reasons, but basic reasons, because I wanted to. Why did you want to kill him? He did owe me a debt, some money. He was. I didn't like his attitude in general. Je n'avais jamais vu ces images. Mais je savais qu'il n'avait pas essayé de nier. Il n'a pas prétendu être innocent. Il a été très franc sur ce qui s'était passé. He had a stuck-up, snobby attitude, and I was just at that point, I just didn't care. Something to do. On parle d'un sociopathe. Et si vous regardez la définition du mot sociopathe, il est écrit qu'ils n'ont pas de remords, comme le dit mon fils ici. Il n'a eu aucun scrupule à étrangler cet homme jusqu'à le tuer, parce qu'il refusait de payer. I just told David Ward to sit down on the bed, and I grabbed his wallet. There was, a couple $100 in there, cash, and his credit cards. I started asking him for the codes on the credit card, and then he's jumping up from the bed. He's starting to argue and throw a little fit. And that's when I stopped everything and grabbed the speaker wire and tied him up. I grabbed David Ward in a chokehold and, choked him. And why'd you choke him? Killed him. C'est une photo qui a été prise en prison, quand il était dans le couloir de la mort. Il y a passé moins d'1 an. Mr. Faust, you're going to be executed a week from today, is that correct? Mm-hmm. Yes. How do you feel about that? Fine. Feel good about it. Have you made peace with yourself? Yes. Il n'a pas fait appel. Il voulait en finir. Et je ne lui en veux pas. What happened to the appeals in your case? Turned them down as soon as I found out I could. I'm guilty. No point in sitting around in prison. This ain't like no resort or anything. Don't get any women in here. Don't get to eat what you want in here. Kind of stuck. It's no way to live. If you're guilty, might as well, if you can do the crime, do the time, I'm sentenced to death, so I don't see why I need to do any time. Je l'ai vu la veille de son exécution. Il avait renoué avec la foi. On s'est parlé pendant plusieurs heures. Je voulais connaître toute l'histoire. C'était le dernier jour. On n'allait plus pouvoir se parler avant de se retrouver. Et je voulais connaître toute la vérité. Je lui ai demandé s'il y en avait eu d'autres. Il m'a dit que oui.
Look, Dad, I don't know. Not exactly. Il m'a dit qu'il ne s'en était pris qu'à des trafiquants de drogue. Il a dit « Je ne sais pas combien j'en ai tué. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si certains s'en sont sortis. Je m'en fichais. » They got what was coming. C'est difficile d'entendre son fils dire ça. Il a peut-être tué 20 personnes. On n'en sait rien. Je ne sais pas comment décrire ça. C'était très dur à entendre de la part de son fils quand on passe son dernier jour avec lui. C'est un poème qu'Aaron m'a envoyé par courrier. C'était pour la fête des pères, en juin 1997. Je ne sais pas si je vais y arriver. C'est la fête des pères et ton fils unique est en prison. Il ne sortira pas avant d'être un vieux monsieur. Toute ma vie, je n'ai jamais su me faire d'amis. Mais papa, fidèle jusqu'à aujourd'hui. Ma vie fut pleine de tristesse et mon esprit embrouillé de folie. Quand tout cela sera fini et que j'aurai trouvé le repos, j'espère que tu sauras que tu as fait de ton mieux. Les derniers mots qu'on a échangés, je lui ai dit « Je t'aime, mon fils » et il m'a dit « Je t'aime, papa ». Je savais que mon fils me manquerait, et il me manque encore. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si c'est moi qui suis responsable de ce qui s'est passé, si j'ai fait quelque chose de mal, si je n'en ai pas fait assez. Mais en même temps, je ne voulais pas passer ma vie à jouer à ce jeu. Il faut aller de l'avant. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire. On ne sait jamais. Il y aura peut-être une personne qui verra ça et qui se dira « Maintenant, je sais ce qui ne va pas chez mon enfant. » On peut apprendre de ses erreurs et on peut se servir de ce qu'on a appris pour aider les autres. Il suffit de le vouloir. Le dernier jour d'école a parfois une odeur particulière, un mélange de chaleur qui s'installe. De couloirs plus bruyants que d'habitude, de rires en plus trop fortes parce qu'on se sent déjà ailleurs. Ce matin-là, le soleil de Phoenix semblait avoir décidé de s'accrocher à la ville comme une main posée sur une nuque. Ferme, insistante. Impossible à oublier que était les astérisque 17 mai 2001 astérisque. Et astérisque Alice Attorney astérisque avait 10 septembre, Wikipédia 1. Dans son sac, il y avait des choses ordinaires. Des feuilles pliées, peut-être un stylo. Peut-être du maquillage, peut-être rien d'important. Dans sa tête, en revanche, il y avait si bruit constant que personne ne voit jamais de l'extérieur. La fatigue d'être surveillé. La fatigue d'expliquer. La fatigue d'être une adolescente dans une maison où l'on ne respire pas comme on veut. Ce n'était pas une fatigue spectaculaire, plutôt une pression diffuse, quotidienne, qui finit par rendre les gestes simples plus lourds. Chez elle, l'atmosphère n'était pas celle qu'on associe à une maison pleine d'enfants. Les murs avaient entendu trop d'ordres, trop de reproches, trop de silences lourds. La mère d'Alissa était morte quand elle était enfant. Et la maison avait continué sans elle, comme un corps qui marchait sans comprendre qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Wikipédia 1, son père adoptif. Asterisk, Michael Turney, asterisk, était le genre d'homme qui remplit l'espace.
Pas forcément par des crises, même si ça pouvait arriver, mais par une présence qui aspire l'air. Il y avait ces règles. SES humors, SES certitudes. Il y avait cette sensation chez ceux qui passaient la porte. Que tout devait être justifié. Explique. Cadre est dans cet univers. Alyssa grandissait avec une contradiction permanente. Elle était encore une enfant aux yeux de la maison, mais déjà une jeune femme aux yeux du monde extérieur. Sa demi-sœur, Sarah, était plus jeune. Elle vivait la maison différemment, avec la naïveté de ceux qui ne comprennent pas encore que certaines choses ne sont pas normales. Si jour-là, Sarah ne savait pas que sa vie allait se scinder en deux. Avant et après, elle ne savait pas qu'une absence peut devenir un décor permanent. Un bruit de fond qui ne s'éteint jamais. La matinée commence comme tant d'autres. Un trajet, une routine. Une journée qui devait se terminer sur la sensation légère de l'été qui arrive, d'après la version de Michael. Il déposa Alyssa au lycée, puis la récupéra plus tard dans la mi-journée. Wikipédia 1, c'est là que les détails deviennent dangereux. Parce qu'ils sont à la fois banals et décisifs, Michael racontera qu'il se serait en dispute. Que Alyssa aurait quitté la voiture, furieuse, et serait partie, une scène presque classique. Un adulte qui se sent défi, un adolescent qui se débat pour exister. Wikipédia, one mais dans une affaire comme celle-ci, la banalité est une illusion. Chaque dispute devient un possible point de rupture, chaque minute devient une porte qui se ferme. Si qui est certain, c'est que ce jour-là, Alyssa ne reviendra pas comme prévu, et quand une adolescente disparaît. Le monde commence par se protéger avec des explications simples. Elle fugue. Elle a voulu prendre l'air, elle reviendra. Elle se calmera. Ce sont des phrases qui permettent de tenir quelques heures sans panique. Elles offrent à l'entourage une forme de répit et parfois, si répit est fatal, dans l'après-midi. L'inquiétude s'installe progressivement, comme une ombre qui s'allonge sans qu'on puisse l'arrêter. Les appels restant sans réponse, les minutes devenaient lourdes. La maison, d'ordinaire contrôlée, commence à vibrer d'un désordre inhabituel. On cherchait, on s'énerve, on ouvre des portes, on referme des tiroirs sans savoir ce qu'on espérait y trouver, puis il y eut la chambre. C'est souvent là, dans ces espaces minuscules, qu'on trouve les choses les plus terribles. Pas parce qu'elles sont violentes, mais parce qu'elles sont intimes. Un lit de fête, un vêtement pose trop vite, une brosse à cheveux. Des posters, des traces de personnalité. La chambre d'un adolescent est un territoire, le voir soudain comme une scène potentielle. C'est déjà une forme de traumatisme. Michael dira qu'un mot avait été laïs. Une note où Alice expliquerait qu'elle partait, qu'elle fuguait, qu'elle allait en Californie. Wikipédia 1, une note. C'est une chose curieuse. C'est une petite passerelle entre celui qui part et ceux qui restent. Mais c'est aussi une arme à double tranchant. Elle peut éclairer. Ou au contraire brouiller. Elle peut être authentique. Ou construite. Elle peut être un cri de liberté. Ou un rideau tiré devant une vérité plus sombre. Et dans cette histoire, cette note allait devenir l'une des pivots les plus empoisonnantes, parce qu'une note permet au monde de respirer. Elle rend la disparition compréhensible. Elle la rend logique. Elle offre un récit prêt-à-porter. Elle oriente les regards. Elle réduit la panique. Mais si ce récit est faux, alors il ne fait pas que tromper. Il détourne. Si jour-là, une disparition se mit à prendre la forme la plus insupportable, celle d'un vide sans explication. Les proches chercheront à reconstituer les dernières choses. Où avait-elle été vue? Avec qui? À quel moment? Les souvenirs se contredisent toujours.
parce que le cerveau s'accroche à ce qu'il peut, parce que chacun veut être utile. Parce que chacun veut croire qu'il tient un fil et danse i brouhaha. Il y avait un silence, place Lord. Celui d'Alice elle-même. Son absence n'était pas seulement physique. Elle était comme une coupure nette. Comme si quelqu'un avait été en une présence d'un guest. La police fut contactée. Un rapport de disparition fut fait le jour même, mais au départ, l'affaire ne fut pas traitée comme une urgence criminelle. La hypothèse de la fugue domina. Wikipédia, on sait l'un des aspects les plus claquants des disparitions d'adolescents, le monde. Parfois, accepte trop vite l'idée qu'elles ont choisi de partir. Comme si l'âge autorise l'effacement, comme si d'acceptance signifiait déjà. Elle s'en sortira, cette première décision, celle de ne pas suspecter. Immédiatement, un danger majeur, à une conséquence invisible. Elle ralentit tout, elle laisse les tombes à la poussière de se déposer sur les traces. Elle laisse les heures cruciales se dissoudre, elle transforme l'urgence en attente. Pendant ces temps, la maison continuait de respirer. Mais d'une manière différente, chaque objet semblait chargé d'une tension nouvelle. Le téléphone posé sur une table devenait une menace. Il ne sonnait pas. Les fenêtres devenaient des écrans. On regarde dehors comme si le monde devait rendre ce qu'il a pris. Les portes claquaient, les pas dans le couloir. Tout prenait une intensité disproportionnée. Sarah. Elle observait. Elle n'avait pas les mots. Elle n'avait pas la structure mentale pour comprendre que certains adultes mentent. Que certaines histoires se fabriquent. Elle voyait seulement une grande sœur qui n'était pas là. Et des adultes qui parlaient d'elle comme d'une personne déjà lointaine. Alice avait un travail. Un petit quotidien de jeunes filles qui commence à s'émanciper. Elle travaillait dans un fast-food. Elle avait une vie en dehors des murs de la maison. Wikipédia one sees details la comprennent. Parce qu'ils sont incompatibles avec l'idée d'une disparition totale et volontaire. Une fugue complète. Une disparition sans contact, sans trace durable, qui ne ressemble pas à une simple crise d'adolescence, qui ressemble à autre chose. Mais pour le comprendre, il faut accepter d'ouvrir des questions inconfortables. Et les questions inconfortables ont une particularité. Elles cherchent toujours un point d'appui. Elles cherchent un responsable, un contexte. Une logique dans cette histoire. Le contexte était déjà là, posé comme un décor. Une foyer tendue, un père adoptif omniprésent. Une adolescente à l'âge exact où le contrôle et la liberté se battent le plus violemment. La soirée du 17 mai s'étira. Et avec elle, une sensation pire que la peur. L'impuissance, quand un enfant disparaît. La famille fait naturellement ce que font tous les humains. Elle cherche du sens dans le chaos. Elle se raconte des scénarios. Elle imagine que la porte va s'ouvrir. Elle s'accroche à l'idée qu'il y a un endroit où Alice attend, qu'elle va téléphoner, qu'elle va rentrer, qu'elle va rire, qu'elle va dire c'était rien, mais à mesure qu'elle ira avançait. Si les scénarios deviennent moins credibles et quand les scénarios murent, il ne reste que la réalité brute, une chambre vide, une chaise qui ne grince pas, une place à table qui reste intacte. C'est à ce moment-là que les histoires commencent à se déformer, parce que lorsque la peur devient trop grande, certains cherchent à la contrôler par le récit. Le récit, c'est la chose la plus puissante au monde. Il peut protéger. Au craser, il peut sauver. Ou masquer une disparition. Si on ne la comprend pas, peut détruire une famille entière de l'intérieur. Alors on choisit parfois l'explication la moins insupportable, la fugue. La Californie, la crise, est pourtant même dans cette version. Quelque chose résistait, pourquoi partir le dernier jour d'école? Comme cas, sans quoi aucun ami ne le sache.
Pourquoi disparaître sans trace durable? Pourquoi ne pas contacter au moins quelqu'un, un ami? Un petit ami, une ancienne camarade si l'idée était simplement de partir. Cette absence de contact allait devenir, avec le temps, l'un des éléments les plus déchirants de l'affaire, parce qu'elle suggérait non pas son départ, mais une rupture totale, oxygen 2. Dans les heures qui suivirent, les proches commenceront à scruter les détails. Les détails sont cruels. Ils donnent l'impression qu'on avance, mais ils ne font parfois que nourrir l'obsession. On se demande si quoi Lisa portait. On se demande si elle avait pris de l'argent. On se demande si elle avait un sac. On se demande si elle avait l'air inquiète ces derniers jours. Si elle avait dit quelque chose. Si elle avait laissé un indice. On se demande tout ce qu'on n'a pas demandé avant. Le plus terrible, dans ces instants, c'est que la maison devient un tribunal, pas un tribunal officiel. Non un tribunal familial. In time, chaque parole prononcée prend un poids de disproportion. Chaque version est comparée, chaque hésitation devient suspecte. On ne le vaut pas, on ne le choisit pas. Qui arrive, parce que la disparition est une violence qui oblige à chercher un sens. Et le sang, souvent, s'accroche à une personne, cette nuit-là. Phoenix ne semblait pas différente, la ville continuait d'exister. Lumineuse et bruyante, des voitures passaient, des gens sortaient, des familles regardaient la télévision. La normalité était partout, et c'était précisément ce qui rendait la situation insoutenable. Comment le monde peut-il continuer quand une personne cesse d'être là, dans cette normalité? La maison tournée devint un petit îlot de chaos, et dans ce chaos, le nom d'Alissa commença à s'éloigner du réel pour entrer dans une autre catégorie, celle des disparus. Une catégorie qui a sa propre grammaire, ses propres habitudes, affiches, appels, numéros, hypotheses, statistiques, un langage qui déshumanise parfois, simplement parce qu'il doit traiter l'horreur, mais au départ. Personne ne voulait l'avoir ainsi. Personne ne voulait cette étiquette. On voulait croire qu'elle était en vie quelque part. Avec un plan, avec un choix. On voulait croire que le monde est logique. C'est là que le récit devient véritablement dangereux. Au moment où l'on comprend que le monde, parfois, ne rend pas si qu'il prend. Le 17 mai se termina sans Alissa. Et quand une journée se termine ainsi, elle ne se termine pas vraiment. Elle se répète, elle se réjouit. Elle se recrute dans les pensées, dans les disputes, dans les regrets. Elle devient une boucle. Le téléphone devient un instrument de torture. Chaque appel inconnu fait monter le cœur dans la gorge. Chaque bruit de voiture devant la maison fait croire à un retour, puis rien. Et au milieu de ces rien, une phrase. Froide et ordinaire, comme un s'installer. Elle a fugue, cette phrase allait devenir une cage. Une cage pour la famille, une cage pour l'enquête. Une cage pour la vérité. Parce qu'une fois qu'une disparition est classée comme une fugue, elle peut immédiatement en gravité dans l'esprit collectif. Elle devient presque explicable. Presque logique. Et ce qui est explicable n'est pas urgent. Mais l'absence d'Alissa ne ressemblait pas à une simple fugue. Elle ressemblait à un effacement. Et cet effacement, dès ces premiers jours, peut-être déjà en lui une promesse sombre, celle d'une histoire qui ne se laisserait pas terminer proprement. Wikipédia 1. La nuit avant Kate et la maison, au lieu de s'endormir, semblait retenir son souffle, comme ici. Quelque part, un détail manquait encore. Comme si un fil invisible attendait d'être tiré, comme ici. Derrière la note et les explications faciles, une autre réalité commençait déjà à se former plus lente. Plus lourde, plus terrifiante.
pas qu'il y a une vérité que l'on apprend trop tard dans les disparitions. Le premier récit n'est pas toujours le vrai. Et quand on accepte trop vite le premier récit, on se réveille un jour en comprenant qu'on a cherché au mauvais endroit. À l'essonnette place là et le silence. Louis venait seulement de commencer. Le lendemain matin, la lumière entra dans la maison comme si rien n'avait changé. C'était cela, la première insulte du réel. Le soleil se levait avec la même assurance. Les oiseaux faisaient le même bruit. La ville reprenait son rythme, et pourtant, au centre de la maison, il manquait une présence. Pas un objet, pas une habitude. Une personne. On appelle ça une disparition quand on ne sait pas quoi dire d'autre. Mais au tout début, Simon n'a pas de forme. Il n'a pas encore de poids. Il est trop grand pour les premières heures. Trop abstrait dans les premières heures. On vit plutôt avec des gestes, on ouvre des portes. On vérifie des pieces, on refait les mêmes trajets. On demande, on répète. On s'accroche à l'idée qu'on a simplement fait quelque chose, qu'il y a un malentendu. Que le monde est encore cohérent. Ce matin-là, Michael, le père adoptif, avait déjà une version. Elle était prête. Comme une veste con un fil avant de sortir, une dispute. Une adolescente en colère, un départ impulsif. Une note, la Californie. Il prononçait ces éléments comme des points fixes, comme si les dires suffisaient à empêcher le reste de s'effondrer. C'était une histoire nette, presque trop nette. Un récit qui, en apparence, tenait debout, mais un récit n'est pas une preuve. Un récit, c'est aussi un utile. Et dans une maison où l'air semble parfois appartenir à celui qui parle le plus fort, le récit devient une forme de contrôle. Sarah, elle, ne savait pas encore que le contrôle peut survivre à l'absence. Elle croyait que quand quelqu'un disparaît, tout s'arrête, que les adultes deviennent soudain transparents, vulnérables, honnêtes. Elle s'attendait à des larmes, à des appels frénétiques, à des portes claquées, à des cris. Il y en eut, oui. Mais pas comme elle l'imaginait, si ne fut pas un chaos spontané. Si fut un chaos organisé, dirigé. Canalisé! Un chaos où l'on décidait ce qu'il fallait dire. À qui et quand. La police possède les mêmes questions que dans toutes les disparitions. La dernière fois qu'on l'a vue, s'atténuait. Les amis, les habitudes, les lieux qu'elle fréquentait. À l'autre bout, on entendait parfois le bruit d'un stylo sur du papier, le frottement d'une procédure qui se met en place. Mais la procédure est si lenteuse. Et dans si lenteuse, une adolescente peut devenir un point flow. Elle la fugue, répétait-on. Comme une incantation est une fugue? Dans l'imaginaire collectif, qu'à vous dire? Elle reviendra, qu'à vous dire? Si n'est pas forcément dangereux, qu'à vous dire? Laissez-lui le temps de se calmer, qu'à vous dire? Attendez, attendrez. Pourtant, c'est ce que l'on fait quand on a le luxe du temps. Quand on n'a pas si luxe, attendre devient une faute. Et ce matin-là, personne ne le savait encore. Mais chaque jour qui passait épaississait le silence dans la maison. Les objets devenaient suspects. La brosse à cheveux d'Alissa, son parfum, ses vêtements. On les regardait comme si l'un d'eux allait soudain se mettre à parler. On fouillait ses tiroirs. Puis on les refermait avec une douceur étrange, comme si on craignait de casser quelque chose d'invisible. Sarah observait tout, immobile. Elle n'était pas assez grande pour diriger, pas assez petite pour être épargnée. Elle était coincée entre les adultes et l'absent, condamnée à entendre des phrases qui se contredisaient.
la note, surtout. Planète surtout comme un ombre. Michael l'a mentionné pour expliquer. La note devait être le point final avant même que la phrase ne soit terminée. Elle a laissé une note. Comme si cela devait suffire. Comme si une feuille de papier pouvait remplacer la présence d'une filet. Mais place on prononce un mot, place on peut s'y cacher. Et plus la note prenait de place, place la question essentielle se glissait dans les interstices. Si Alyssa était partie par choix, pourquoi si vite total? Pourquoi c'était absent sans contact, sans trace? Sans retour vers quelqu'un qu'elle aimait, même on peut. On peut claquer une porte, on peut fuir une maison. Mais disparaître du monde entier, c'est autre chose. Cela exige soit une détermination hors norme, soit une contrainte. Dans les jours qui suivront, le quartier devint un théâtre discret. Des voisins disant ne rien avoir vu, d'autres prétendant avoir entendu une voiture. Un bruit de portière, un moteur qui s'éloigne. Si sont toujours des souvenirs qui apparaissent après coup, quand la mémoire se met à inventer ce qu'elle n'a pas enregistré. On cherchait à être utile, on cherche à trouver un moment précis. Une scène simple, quelque chose qui puisse se raconter. Parce que ce qui ne se raconte pas fait peur, Michael, lui, restait au centre de sa version. Il parlait avec assurance, il expliquait. Il détaillait, il insistait sur l'idée de la dispute. Sur le fait qu'Alice était partie en colère, il décrivait une adolescente difficile. Une adolescente qui voulait sa liberté, qui ne supportait plus les règles. Il peignait un portrait qui, petit à petit, plaquait la disparition dans une logique comportementale. Elle a fait un choix. Elle a voulu partir, mais chaque fois qu'on transforme une disparition en choix, on déplace aussi la responsabilité, si n'est plus que lui est-il arrive. C'est pourquoi a-t-elle fait cas? Et cette question-là, subtilement, culpabilise la disparue. Elle la rend presque fautive. Elle rend l'enquête moins urgente. Parce qu'elle devient une affaire privée, un conflit familial, une crise d'adolescence. Sarah entendait ces phrases et quelque chose. En elle, gratitude. Pas une certitude, pas encore. Une gêne, une sensation qu'on parle d'Alyssa comme d'une personne qu'on connaît mal. Comme si l'on fabriquait une Alyssa commode, une Alyssa explicable. Et pourtant, Sarah se souvenait d'une grande sœur qui avait des humeurs. Oui, mais aussi des gestes doux. Des rires, des rêves de sortie. Des projets simples, une grande sœur qui voulait vivre. Passé dissoudre, les amis d'Alyssa furent contactés. Certains diront qu'elle n'avait parlé à personne d'un départ, d'autres raconteront qu'elle semblait fatiguée ces derniers temps. Tendue, impatiente de quitter la maison. Les deux pouvaient être vrais à la fois, mais une chose se dessinait. Personne n'attendait une disparition totale. Personne ne disait. Ah oui, elle allait partir pour de bon demain. On n'a pas si genre de conversation sans laisser un écho. Les jours glisseront. Les affiches apparuront, le visage d'Alyssa, souriant, imprime sur du papier. Accroché sur des poteaux, des vitrines, des panneaux, un visage qui, dans la lumière du jour, semblait appartenir à une autre vie. Le papier tremblait dans le vent, comme si la ville elle-même avait du mal à porter cette histoire. Et dans ce mouvement, l'un de la disparition qui devient officielle, un autre phénomène se produit ici. Le jeu des gens, les proches. Au début, répondant à chaque appel, ils courant à chaque piste, ils croyant à chaque rumeur. Puis, petit à petit, ils comprennent que certaines pistes ne sont que des mirages, que certaines rumeurs naissent du besoin qu'a le monde de se sentir impliqué. Et cette compréhension la fatigue, elle attaque le corps. Elle est dévore le sommeil dans la maison.
L'atmosphère s'intensifiait. L'absence d'Alissa ne créait pas seulement un vide, elle modifiait la géométrie des relations. Chaque conversation devenait potentiellement accusatrice. Chaque silence devenait potentiellement coupable. Et quand la peur s'installe dans une famille, elle ne reste jamais pure. Elle se mélange à la colère, au ressentiment, au besoin de garder le contrôle. Michael semblait vouloir garder ce contrôle. Il répondait, mais à sa manière. Il donnait des informations, mais encadrant le récit. Il montrait qu'il coopérait, tout en occupant l'espace avec son interprétation. C'était un équilibre étrange, assez d'ouverture pour ne pas paraître ferme, assez de direction pour éviter que le récit ne lui échappe. C'est dans cette zone-là que naissent les doutes. Pas dans un détail spectaculaire, dans une accumulation de micro-gestes. Une manière d'insister, une façon de conclure trop vite. Une phrase qui revient, comme un refrain. Elle la fugue. Sarah? Un soir, se souvient d'un détail. Un détail idiot. Presque rien. La façon dont Alyssa, parfois, s'arrêtait dans le couloir, comme si elle voulait dire quelque chose. Puis s'est assise. La façon dont elle regardait une fenêtre plus longtemps que nécessaire. La façon dont elle se réduisait quand l'espace approchait des gestes qui, sur le moment, n'étaient que des humeurs adolescentes. Mais dans le contexte d'une disparition, les humeurs deviennent des indices. Et les indices, quand ils ne trouvent pas de réponse, deviennent des blessures. La maison avait aussi sa propre logique interne. Et Sarah commençait à la sentir, ce qui pouvait être dit, ce qui ne devait pas être dit, et qui on pouvait parler. À qui on ne devait pas parler, on apprend ce genre de règles sans qu'on vous les enseigne. On les apprend à la tension dans l'air, au changement de ton, au regard qui vous arrête, et quand une disparition survient dans une maison comique. Les règles ne disparaissent pas, elles se renforcent. À l'extérieur, la police continue de fonctionner comme elle fonctionne. Des appels, des vérifications, des dossiers, mais l'énergie initiale retombait. Pas par mécanicité, par logique institutionnelle. Il y a trop de cas, trop de demandes, trop d'urgences, les disparitions d'adolescents. Surtout, se font avaler par la notion de fugue. Si mot a un pouvoir destructeur, elle rend l'urgence discutable. Mais dans l'intimité, l'urgence, elle ne diminuait pas. Elle se transformait. Elle quittait l'agitation des premiers jours pour devenir une obsession. On accorde place partout, on pense. On rumine, on reconstruit. On cherche des files dans la version officielle du foyer. Et c'est là que l'histoire commence à changer de texture. Parce que, petit à petit, des gens commenceront à parler autrement, pas fort, pas publiquement, à voix basse. Des amis, des connaissances, des personnes qui avaient vu des choses, entendu des phrases, perçu des tensions, ils ne disaient pas forcément. Il lui a fait du mal, ils disaient plutôt. Si n'était pas normal, et cette phrase, quand elle s'accumule, devient dangereuse. Elle ouvre une porte que certains préfèrent garder fermée. Sarah entendit ces murmures indirectement. Un adulte qui baisse la voix quand elle entre dans la pièce. Un téléphone qu'on raccroche trop vite. Un échange dans la cuisine, tard le soir. Et plus elle sentait qu'on lui cachait des choses, plus elle s'y mettait à observer. L'observation devient une arme quand on n'a pas de pouvoir. Elle a appris à lire les gestes de Michael, à écouter les silences entre ses mots, à repérer les moments où son récit se durcit. Il y avait des contradictions minuscules, des détails qui changeaient légèrement selon l'interlocuteur. Rien d'assez énorme pour être une preuve, mais assez pour faire naître une question.
Pourquoi un récit sincère a-t-il besoin d'être ajuste? Pourquoi une vérité simple demande-t-elle autant de répétitions? Dans les semaines qui suivirent, l'absence d'Alice a pris une nouvelle forme. Elle devint une présence dans les conflits, dans une famille. Une absence peut devenir un enjeu, un symbole, une armée, sans le vouloir. Sarah sentit que sa grande sœur était maintenant utilisée comme une histoire qu'on racontait, qu'on modèle. Comme si Alice, même disparue, pouvait encore être contrôlée, cette idée la lui donne la nausée. Parce qu'elle aimait Alice, et parce que l'amour, face à l'injustice, s'y transforme souvent en rage. Un jour, Sarah se surprit à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle imagine Alice non pas en train de partir, mais en train de ne pas pouvoir revenir. Elle imagine une porte fermée de l'extérieur, une voix étouffée, une peur qui monte, et cette image. Même si elle n'était qu'une pensée, s'accrochera elle comme une chaleur. À partir de là, tout changea. Chaque fois qu'on dit cette fugue, Sarah entendait effacement. Chaque fois qu'on dit cette elle reviendra, elle entendait en vue que tu arrêtes de poser des questions. Et si qui était au départ une inquiétude devint une posture intérieure, le refus d'accepter l'explication la plus commode. Ce refus ne fit pas d'elle une héroïne immédiatement. Il fit d'elle une enfant isolée dans sa propre maison. Une enfant qui commence à comprendre que certaines vérités, quand elles sont trop lourdes, sont repoussées hors du langage, parce qu'une foyer peut continuer à fonctionner même avec un mensonge au centre. Tant que tout le monde joue son rôle, les jours se succéderont. Et la ville finit par s'habituer à l'affiche d'Alissa. Les gens s'habituent à tout. Même à l'horreur, quand elle ne les touche pas directement. L'affiche devient un décor. Le sourire imprime ses décoloré sous le soleil. Et l'histoire, pour le monde extérieur, se transforme lentement en disparition non résolue, une catégorie froide, presque statistique. Mais pour Sarah, l'histoire ne se refroidissait pas, elle chauffait. Chaque fois qu'elle repensait à cette journée de mai, quelque chose lui semblait faux. Comme si la disparition avait été annoncée avant même d'avoir lieu, comme si la maison. Au lieu de crier, c'était reformé? Comme si le récit avait été préparé pour étouffer les questions. Elle ne pouvait pas prouver quoi que ce soit. Pas encore, mais elle pouvait sentir. Et parfois, sentir suffit à vous empêcher de dormir. Dans les nuits de Phoenix, quand tout est immobile et que la chaleur ne lâche pas prise. L'esprit se retourne, Sarah se demandait où Alice était. Si elle avait peur, si elle avait faim, si elle appelait dans sa tête, et si as questions. Sans réponses, se transformait en une seule. Beaucoup plus dangereuse, et si Alice n'avait jamais eu le choix. Cette question. Personne ne voulait l'entendre à voix haute. Parce qu'une fois qu'on la prononce, on ne peut plus revenir à la version simple. Une fois qu'on la prononce, il faut regarder certaines personnes autrement. Il faut admettre que le danger peut venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et car c'est une pensée qui détruit les maisons. Alors, le monde continuait à dire fugue. Les procédures continuaient à suivre leur cours, les jours continuaient à s'empiler. Mais sous cette surface, une autre histoire commençait à prendre forme. Celle d'une adolescente disparue et d'une soeur qui, lentement, commençait à comprendre que la vérité ne se trouverait pas dans les explications faciles, parce qu'une fugue, même une fugue douloureuse, laissait des traces. Une disparition totale. Elle ressemble à autre chose, et plus le temps passait, plus cette autre chose se rapprochait, silencieuse. Comme une ombre qui ne se contentait plus d'être un décor, elle commençait à devenir une présence, une menace, une vérité possible.
Et quand une vérité possible s'installe dans une maison, la maison ne dort plus. Elle écoute, elle se méfie. Elle retient son souffle, comme si, quelque part, la disparition d'Alissa n'était pas seulement une absence. C'était un secret. Les semaines passeront. Puis les mois, et la disparition d'Alissa changeait de texture. Au début, c'était une urgence brûlante. Une plaie ouverte qui saignait à chaque minute, puis l'urgence devint un bruit de fond. Pas parce que la douleur diminuait, mais parce que le monde auteur s'y fatigue vite. Les gens s'habituent à l'inacceptable quand ils s'installent sans leur demander la permission. Ils posent moins de questions. Ils prononcent le prénom moins souvent. Ils regardent ailleurs pour se protéger. Dans la maison, en revanche, l'absence ne se calmait pas, elle se passait. Elle entrait dans les murs, dans les couloirs, dans les objets laissés là comme des preuves involontaires. Une chaise vide n'était plus une chaise. C'était un rappel, un reproche silencieux. Une présence négative qui avalait l'air. Sarah. Elle grandissait avec si vide. Au début, elle avait cherché Alissa comme on cherche quelqu'un dans un supermarché. En croyant qu'il suffit de tourner au bon rayon, d'ouvrir la bonne porte, de la voir apparaître avec une explication simple, mais très vite. Elle comprit que personne ne cherchait comme que pas vraiment. Les adultes cherchaient dans les limites de ce qu'ils étaient prêts à admettre. La police aussi, parfois, cherchait dans des cadres. Et un cadre, quand il est mal choisi, ne fait pas que contenir l'enquête, il la tord. Le cadre dans cette histoire avait un nom, Fugue. Le mot restait là, plante comme un panneau indicateur au bord de la route. Et tout ce qui venait ensuite devait se conformer. Une fugue suppose une intention? Un plano au moins en mouvement. Une fugue laisse des traces. Des appels à une amie, un message. Un passage repéré, une rumeur credible. Une fugue, même chaotique. Finit presque toujours par se bruiter. Les adolescents disparaissent rarement sans laisser un seul souffle derrière eux. Or, Alissa avait disparu comme si quelqu'un avait effacé son contour. Sarah le sentait dans les détails, et les détails. Pour une enfant, deviennent des preuves intimes. Le tiroir qu'Alissa aurait forcément ouvert si elle était partie volontairement, les objets qu'elle aurait pris sans hésiter. Les habitudes qu'elle n'aurait pas brisées sans raison, et surtout, si silence total, pas une voix, pas un signe, pas une maladresse. Rien, si rien avait une violence particulière, elle obligeait à imaginer des scénarios que personne ne voulait prononcer. Dans la maison, Michael continuait à parler. Il parlait souvent. Trop souvent, il martelait les mêmes éléments comme un refrain. La dispute, la noter, la Californie. Il le disait avec une certitude qui aurait dû rassurer. Mais Sarah ne se sentait pas rassurée. Elle se sentait enfermée. Parce qu'un récit répété à 6 points finit par ressembler à une porte qu'on maintient fermée. Et puis, il y avait autre chose. Plus difficile à saisir. La manière dont Michael réagissait quand on posait certaines questions. Certaines questions glissaient sur lui comme sur une vitre. D'autres semblaient heurter quelque chose à l'intérieur. Et là, le ton changeait. La voix se durcissait. Les mots devenaient plus rapides. Plus tranchants. On n'obtenait pas une réponse, mais une réprimande, comme si la question elle-même était une faute. Sarah apprit à reconnaître ces zones interdites. Elle les sentait dans son ventre avant même d'en comprendre la logique. Et plus une zone était interdite, plus elle devenait intéressante. C'est ainsi qu'on fabrique, malgré soi, un esprit d'enquête. En grandissant dans un endroit où certaines vérités sont cadenassées.
Le temps, au lieu d'apaiser, commence à produire une autre forme de violence, la normalisation. La maison reprit un rythme. On mangeait à table. On regardait la télévision. On parlait d'école, de courses, de factures. Et chaque fois que le quotidien se glissait sous l'absence comme si elle n'existait pas, Sarah ressentait une rage muette. Comment peut-on vivre normalement quand Alissa n'est pas là? Comment peut-on rire? Discuter, corriger un devoir. Comme si une personne avait juste cessé d'être et que cela ne brisait rien. Elle comprit alors une chose essentielle. Certains adultes sont capables de continuer parce qu'ils ont besoin de continuer. Pas par courage, par nécessité. Et parfois, cette nécessité ressemble dangereusement à une indifférence au fil des années. Sarah se mit à chercher autrement. Au début, c'était un instinct, une résistance confuse. Puisqu'elle a devint un projet intérieur, presque une promesse. Elle n'avait pas les mots, pas l'âge, pas les outils, mais elle avait une mémoire. Elle avait des souvenirs précis, des signes, des tensions, des interdits. Et surtout, elle avait une intuition qui refusait de mourir. Cette intuition s'alimente d'autres choses, des phrases entendues par hasard. Trop tard le soir, des conversations interrompues quand elle entrait dans une pièce. Des silences brutaux, des dossiers rangés trop vite. Des accès à certaines pièces de la maison qui semblaient toujours réserves. On peut vivre dans une maison et ne pas en posséder les clés. Sarah vivait dans un endroit où l'on apprenait à ne pas ouvrir certaines portes. Elle commença à observer les objets. Non plus comme une enfant, mais comme quelqu'un qui cherche des contradictions. Elle remarqua les fixations de Michael, la surveillance, la sécurité, le contrôle. Il a aimé l'idée de savoir, de voir, d'anticiper. Et quand on aime trop savoir, si n'est pas seulement une prudence, cela ressemblait à un besoin de domination. Plus tard, Sarah se souviendrait de cette sensation. Dans cette maison, on ne grandissait pas en se demandant qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce qui est permis. La disparition d'Alissa, dans ce contexte, prit une signification nouvelle. Elle n'était plus seulement une tragédie. Elle devenait une rupture dans un système, un événement qui pouvait potentiellement exposer ce que le système cachait. Et c'est là que les murs se rapprochent. Plus Sarah grandissait, plus elle se rendait compte que le monde extérieur ne comprenait pas ce qu'elle ressentait pour les autres. C'était une histoire triste, un mystère. Un dossier ancien pour elle, qui était une vie quotidienne, une maison, un home, une manière de vivre sous une autorité qui semblait se nourrir du silence. Elle essaya d'en parler prudemment. À des amis, parfois, à des adultes de confiance, mais dès qu'elle prononçait certaines choses. Elle voyait les visages se fermer. Les gens ont peur des histoires familiales quand elles deviennent sombres. Ils voulaient aider, mais ils voulaient aussi rester loin du feu. Elle fut ici. Était proche. C'était la possibilité que la menace ne vienne pas de la rue. Mais du salon, Sarah comprit aussi que la vérité, dans ce genre d'affaires, n'arrive pas comme une révélation spectaculaire. Elle arrive comme une accumulation de petites dissonances. Et un jour, ces dissonances deviennent trop nombreuses pour être ignorées. Si jour-là arrive quand Sarah commence à reconstituer le portrait d'Alissa au-delà du récit imposé. Alissa n'était pas seulement une adolescente en colère. Elle avait ses plans. Et ses envies, ses doutes. Elle voulait une vie qui lui appartenait. Elle parlait d'avenir. Elle avait des repères, et surtout, elle avait des liens, elle avait des amis. Un travail, une existence socialement visible.
On ne disparaît pas de cette visibilité comme on disparaît d'une chambre. Place Sarah reconstruit cette scène à l'essai réel. Place la liste décrète parmi que lui paraissait artificiel, utile, presque fabriqué pour justifier l'injustifiable. Et alors une pensée se forma. Dangerous, irreversible. Si le récit de la fugue était pratique, c'est peut-être parce qu'il servait quelqu'un. Cette pensée change tout, parce qu'à partir du moment où vous suspectez que le récit sert, vous commencez à chercher à qui il sert, et quand vous cherchez à qui il sert, vous commencez à regarder les gains avec une lucidité nouvelle. Sarah commence à faire ce que font les survivants quand ils n'ont plus confiance. Elle les documenta, elle les nota. Elle conserva des dates, des phrases, des souvenirs. Elle s'est mise à traiter son histoire comme un dossier. Non par froideur, mais parce que la froideur est parfois la seule manière de rester debout. Quand l'émotion vous submerge, l'organisation devient une bouée. Elle comprend aussi qu'un système ne se combat pas avec des crises, il se combat avec des faits. Mais les faits, dans une disparition ancienne, sont fragiles, ils s'érodent, ils disparaissent, ils s'oublient. Et surtout, ils peuvent être contrôlés par celui qui a le pouvoir. Dans ces cas, le pouvoir était dans la maison, dans les papiers, dans la narration familiale. Sarah n'avait pas le pouvoir. Elle devait donc créer un autre type de pouvoir, celui de la persistance. Au fil des années, elle tenta de parler aux enquêteurs, de relanceurs, de demandeurs. Elle a appris le langage des procédures. Cette langue froide qui vous oblige à traduire la douleur en phrases courtes et en questions précises. Elle découvrit aussi une réalité brutale. Une enquête ne se relance pas uniquement parce que quelqu'un souffre. Elle se relance quand quelque chose. Enfin, bouge. Une incohérence, une preuve, un témoignage, un élément nouveau. Et comment obtenir un élément nouveau quand tout le monde a déjà décidé que l'histoire était ancienne? Sarah comprit qu'elle devait devenir elle-même l'élément nouveau, non pas en inventant, en insistant. En refusant la fatigue collective, c'est là que la transformation commence. Quand une sœur cesse d'attendre que quelqu'un d'autre cherche, et commence à chercher à sa place. Mais cette décision a un prix. Elle crée un conflit intérieur. Parce qu'elle exige de regarder un père adoptif autrement, de se dire qu'il n'est peut-être pas seulement un homme difficile, qu'il est peut-être le centre de l'obscurité, et personne ne veut croire. Personne ne veut prononcer cette idée, parce que prononcer cette idée, c'est accepter que la maison n'était pas un refuge. Sarah résiste longtemps à cette conclusion. Elle essaya de se convaincre qu'il y avait une autre explication, qu'Alice avait pu partir, qu'elle avait pu être emportée par une mauvaise rencontre, qu'elle avait pu tomber dans son danger extérieur. Toutes ces hypothèses avaient quelque chose de moins insupportable, parce qu'elles éloignaient le mal du foyer. Mais place elle explorait, place ces hypothèses se heurtaient à la même impasse. L'absence totale de traces, un départ laisse un ombre. Un crime extérieur laisse souvent un mouvement. ICI. Il n'y avait rien. Rien qui respire. Rien qui circule. Rien qui remonte. Comme si l'histoire avait été continuée. Comme si le chaos avait été gardé à l'intérieur. Sarah finit par comprendre que l'élément le plus terrifiant n'était pas ce qu'elle savait. C'était ce qu'elle ne savait pas. Mais qu'elle sentait. Et quand vous vivez avec cette sensation, vous commencez à interpréter le monde comme une chambre de mines. Vous regardez les comportements. Vous écoutez les silences. Vous repérez les contradictions. Non pour accuser, mais pour survivre. Elle remarqua, par exemple, à quel point Michael semblait préoccupé par son image. Il voulait être perçu d'une certaine manière. Rigoureux, responsible.
victime d'une adolescence difficile, et cette préoccupation. Au fil du temps, devant presque plus visible que son chagrin. Quand quelqu'un aime trop sa version, on commence à s'y demander si qu'il craint. Sarah se mit aussi à ressentir une chose qui dépasse la logique, la peur. Pas une peur spectaculaire ou une peur sorde. In time, comme un animal tapis dans la poitrine. La peur de poser la question de trop, la peur de déclencher une colère, la peur de franchir une limite invisible. Cette peur-là n'était pas une preuve, mais elle était un indicateur. Elle disait: dans cette maison, certaines vérités ne sont pas seulement tristes. Elles sont dangereuses avec le temps. Sarah se rendit compte que la disparition d'Alyssa ne l'avait pas seulement privée d'une sœur, elle l'avait transformée en témoin. Un témoin sans signe, sans corps, sans conclusion, un témoin d'une vie que d'autres préfèrent combler avec une histoire simple. Et c'est précisément pour cela qu'elle a fait devant. Pour elle, une mission, non pas parce qu'elle se croyait héroïque, mais parce que l'alternative était insupportable. Vivre dans un monde où Alyssa aurait été effacée sans que personne ne se battait. Cette mission prit une forme concrète. Sarah se rapprocha de ceux qui pouvaient encore parler. Les amis d'Alyssa, les anciennes connaissances. Les gens qui avaient vu des tensions, entendu des choses. Elle découvrit que, parfois, des vérités existantes à l'état de murmures, pas assez solides pour un tribunal, mais assez persistantes pour un cœur, et dans ces murmures. Un motif revenait, la maison n'était pas normale. Michael n'était pas normal, le contrôle n'était pas normal. La peur n'était pas normale chaque fois qu'elle entendait une variation de cette phrase. Sarah sentait sa détermination se durcir. Elle n'était plus seule à ressentir le malaise. D'autres l'avaient senti, d'autres l'avaient vu. D'autres, peut-être, avaient eu peur aussi, mais la peur, quand elle est partagée, devient parfois une force. Un soir, en relisant ses notes, Sarah se rendit compte d'un détail qui la frappa comme une évidence tardive depuis le début. L'histoire avait été racontée comme si Alyssa avait quitté la maison, comme si le point de départ était la route. L'extérieur, la ville. Mais et si le point de départ était à l'intérieur? Et si la disparition n'avait jamais été un départ? Mais une disparition au sens littéral, un effacement depuis la maison même. Cette pensée ne l'accusait pas encore. Elle ne nommait rien. Elle ne faisait que déplacer le centre de gravité. Et quand le centre de gravité se déplace, tout le reste suit. Sarah comprit alors qu'elle ne devait plus chercher Alyssa dans les lieux où une fugueuse aurait pu aller. Elle devait chercher Alyssa dans les zones où la vérité se cache, les contradictions, les secrets, les récits qui se répètent trop. Elle devait chercher dans l'ombre portée par la maison. C'était une nouvelle étape, plus sombre, plus risquée, parce qu'elle impliquait de regarder Michael non plus comme un père, mais comme une variable. Et lorsqu'un membre de votre famille devient une variable, vous perdez quelque chose d'irréversible. L'innocence, cette nuit-là. Sarah ne dormait pas. Elle avait l'impression d'avoir ouvert une porte intérieure qu'elle avait maintenue fermée pendant des années. Une porte qui donnait sur un couloir étroit, où chaque pas fait résonner une question que l'on ne put plus étouffer. Et cette question, désormais, ne concernait plus seulement Alyssa, elle concernait la maison. Elle concernait le récit, elle concernait ce que l'on fait. Non, quand la vérité est trop lourde pour être dite, et dans le silence de Phoenix, alors que tout semblait immobile, Sarah sentit cette certitude naître comme une douleur. La disparition d'Alyssa n'était pas un mystère lointain. C'était une histoire ténue en laisse, et quelqu'un, quelque part, tenait la laisse.
La suite ne sera plus une simple recherche, si sera une confrontation. La confrontation ne commence pas par une accusation lancée à la gorge de quelqu'un. Elle commence par une chose beaucoup plus calme. Beaucoup plus dangereuse, une question posée au mauvais moment. Devant la mauvaise personne, avec une voix qui ne tremble plus. Sarah avait appris à survivre dans les maisons où l'on ne dit pas tout. On apprend vite à sentir quand l'air se charge. Quand on passe dans les couloirs signifie taïstoé, quand on regarde signifie ne pose pas car. Mais il arrive un âge où l'on ne survit plus seulement. On veut comprendre. Et comprendre dans un endroit bâti sur le contrôle. C'est déjà désobéir, elle va commencer à rassembler des fragments. Des souvenirs personnels, oui. Mais aussi des choses plus solides, des phrases reprises mot pour mot par différents témoins, des incohérences répétées, des micro-contradictions qui s'additionnent comme des grains de sable jusqu'à gripper une machine. Plus elle compilait, plus elle voyait se dessiner un motif qu'elle ne pouvait plus ignorer. La disparition d'Alissa ne flottait pas dans le hasard. Elle semblait enfermée dans un cadre. Verrouillée par un récit, maintenue dans une forme d'immobilité. Et au centre du cadre, il y avait Michael. Michael n'avait pas besoin de crier pour dominer. Il avait cette manière de s'installer dans une pièce comme si la pièce lui appartenait. Même quand il se taisait, on l'entendait. Sa présence avait un poids particulier, une odeur calme. Quand Sarah était petite, elle confondait ses poids avec la sécurité. Plus tard, elle comprit qu'il n'était pas de la sécurité. C'était de l'emprise au fil du temps. Sarah remarqua quelque chose qui la glaça. Michael ne parlait presque jamais d'Alissa comme d'une personne vivante. Il parlait d'elle comme d'un problème, comme d'une adolescente difficile. Rebelle, ingrate. Comme si la disparition avait confirmé un portrait déjà prêt, il ne disait pas. Elle me manque, il disait plutôt. Vous savez comment elle était, et cette nuance. Minuscule, change it out. Parce qu'une pérébrise parlait d'absence, un homme qui se protège parlait de justification. Sarah fit un premier test, presque inconscient. Un soir, elle prononça le nom d'Alissa d'une manière différente. Plus douce, plus in time. Elle évoqua un souvenir simple, un rire. Une chanson, un détail qui n'appartenait qu'à elle. Elle regarda Michael pendant qu'elle parlait, comme on regarde un visage pour y chercher l'humain. Elle ne trouva pas ce qu'elle cherchait. Il y eut un mouvement dans ses yeux. Un léger agacement, comme si ces souvenirs n'avaient pas sa place. Comme si Alissa n'était tolérable que dans le cadre de la fugue, de la faute. Du récit pratique, une Alissa trop humaine était dangereuse. Une Alissa qui redevient une fille, une sœur. Une personne aimée fait trop de bruit. Une personne aimée oblige à se demander pourquoi elle n'est pas là, à partir de ce jour-là. Sarah cessa d'attendre une contradiction spectaculaire, elle comprit que la vérité, si elle existait, se cacherait dans les gestes les plus ordinaires. Les vacances d'éviter, de détourner, de réécrire. Elle se mit à parler aux gens qui avaient connu Alissa sans passer par Michael. Des amis, des camarades, des adultes de l'école, des parents d'amis. Elle posait les mêmes questions, encore et encore. Non pas parce qu'elle espérait un miracle, mais parce qu'elle cherchait un point stable. Elle voulait savoir qui était Alissa quand elle n'était pas enfermée à la maison. Et plus elle écoutait, plus les cartes se cruçaient entre deux versions. Dans la version de Michael, Alissa était une adolescente irrationnelle, instable, capable de partir sans prévenir, capable d'abandonner tout le monde par caprice. Dans la version des autres, elle était une fille sous pression. Oui, parfois tendue.
parfois fatiguée, mais pas une ombre prête à s'effacer du monde entier. Une fille qui voulait de l'air, qui parlait de liberté, qui rêvait d'après. Une fille qui n'avait rien d'une disparition totale. Cet écart devint une douleur aiguë, parce que l'écart n'était pas seulement narratif. Il était moral, il signifiait que quelqu'un, quelque part, déformé, Sarah commença aussi à reconstituer les dernières heures, non pas comme une scène unique, mais comme une chaîne de portes. Une porte s'ouvre. Une porte se ferme. Un mouvement. Un trajet. Une pause. Elle s'aperçut qu'il y avait des trous dans cette chaîne, des trous que Michael comblait avec des phrases toutes faites. Elle est partie. Elle était en colère. Elle a laissé une note. La note. Justement, plus Sarah y pensait. Plus cette note lui paraissait étrange. Elle n'avait pas la forme d'une adolescente qui s'échappe. Elle avait la forme d'un objet fonctionnel, un objet conçu pour orienter. Une note dans une fugue ressemble souvent à un cri, mime discret. Un mélange de colère, de peur, d'excitation, mais là. Dans ce qu'elle avait compris de cette note, il y avait une neutralité froide. Une efficacité, et cette efficacité lui donnait la nausée. Elle commença à se demander non pas seulement si et que la note disait, mais si qu'elle faisait. Si qu'elle produisait, une note crée une recette. Elle écrit une direction, elle écrit une justification. Et le plus important, elle fait baisser l'urgence. Elle dit au monde, ne cherchez pas trop vite au mauvais endroit. Sarah sentit une rage nouvelle, pas une rage explosive. Une rage propre, concentrée. Qui vous fait marcher droit, elle comprit qu'elle devait sortir du cercle familial. Parce que le cercle familial était contaminé par le récit de Michel, tant qu'elle restait là. Ces questions seraient absorbées, recrachées, ridiculisées, étouffées. Elle se mit alors à faire ce que font les gens qui n'ont plus confiance. Elle apprit à prouver, à documenter, à archiver. Elle cherchait des dates, des horaires, des incohérences possibles. Elle notait chaque version qu'elle entendait. Et surtout, elle apprit une règle terrible. Quand quelqu'un ment, il ne peut pas tout contrôler. Il y a toujours une fissure, la fissure. Dans cette maison, se trouvait souvent dans les excès de Michel. Parce qu'il aimait trop paraître, trop expliquer. Trop cadre, il parlait de sécurité. Il parlait de protection. Il parlait du danger du monde extérieur. Il aimait l'idée de surveiller, de prévoir, d'empêcher. Il construisait une image de lui-même comme d'un homme responsable. Un homme qui ne laissait rien au hasard. Mais cette image, au lieu de rassurer Sarah, la glaquette. Parce que si Michel ne laissait rien au hasard, comment avait-il pu perdre Alice sans comprendre où elle était partie? Comment un homme obsédé par le contrôle pouvait-il accepter l'idée d'une fugue sans trace? Plus Sarah posait la question. Plus la fugue devenait improbable, et plus la fugue devenait improbable. Plus une autre possibilité s'installait, comme un poison lent. Alice n'avait pas fui, on l'avait empêché. Cette pensée n'était pas un cri, c'était une lame. Elle coupe la réalité en deux, avant. On cherche au loin, après. On cherche presque, avant. On imagine des routes, après. On imagine des pieces fermises. Sarah ne voulait pas imaginer des pieces fermises. Elle résiste longtemps à cette image, parce que certaines images, quand on les laisse entrer, ne ressortent plus. Mais elle était obligée de regarder où la logique la menait, et la logique la ramenait toujours à la même place. La maison, elle s'est mise à observer la maison comme un lieu potentiellement hostile.
C'est une sensation étrange. Habiter un endroit et commencer à le regarder comme une scène. Les couloirs deviennent des trajectoires. Les portes deviennent des questions. Les placards deviennent des cachets. On évite place. On enquête en silence. Michael sentit le changement. Les hommes de contrôle s'entendent toujours quand quelqu'un leur échappe, s'il ne fut pas immédiat. Mais il y eut des signes, des remarques placées. Des interrogations sur essais sorties, des tentatives de réaffirmer son autorité. Sarah comprit qu'elle avait franchi une limite invisible. Elle n'était plus seulement la petite sœur à protéger. Elle devenait une variable. Un soir. La tension monta sans quoi aucun mot violent ne soit prononcé. Sarah avait posé une question sur un détail précis. Un détail qu'elle avait retrouvé dans ses notes. Michael répondait trop vite. Puis il se reprit. Puis il changeait légèrement sa formulation. 3 mouvements infâmes, mais Sarah les vide. Et dans ces 3 mouvements, elle sentit quelque chose. La peur, pas la peur de perdre sa fille. La peur de perdre la maîtrise du récit. Elle eut alors une sensation très claire. Presque physique. Ce n'était plus une histoire de famille. C'était une histoire de pouvoir. Michael n'était pas seulement un père adoptif autoritaire. Il était un homme qui avait besoin que sa version du monde soit la version officielle. Et quand quelqu'un menace la version officielle, il ne menace pas seulement une histoire, il menace une identité. Sarah comprit qu'elle ne pourrait plus obtenir la vérité en demandant gentiment. La vérité. Si elle existait, ne viendrait pas d'une confession spontanée. Elle devrait être arrachée au système qui la retenait. Elle se tourna de nouveau vers les autorités. Mais cette fois avec une approche différente. Elle ne venait pas en pleurant. Elle venait avec des questions structurées, des incohérences, des éléments de comportement, des témoignages. Elle essayait de transformer l'intuition en matière, mais elle se heurta à ces murs que connaissant tous ceux qui cherchaient dans des dossiers anciens. L'inertie, on lui répondit avec prudence. On lui parla du temps-space, on lui parla du manque d'éléments nouveaux. On lui parla, parfois, avec un ton qui ressemblait à un conseil, essayez de vivre. Cette phrase la frappa comme une gifle, parce qu'elle comprit ce qu'elle signifiait réellement. Nous avons choisi de ne plus regarder, alors Sarah s'est promis qu'elle regarderait à leur place. Qu'elle deviendrait celle qui refuse l'oubli, même quand l'oubli est confortable pour tout le monde. Elle commença à parler place publiquement, pas pour faire du bruit gratuit, mais pour créer une pression, une disparition prospère dans le silence. Une disparition se conservait dans l'ombre. Si elle voulait une fissure, elle devait mettre de la lumière rend les récits plus difficiles à manipuler. La lumière oblige les gens à choisir une position, et cette lumière eut un effet étrange. Des personnes commenceront à se manifester, pas forcément avec des preuves, mais avec des impressions, des souvenirs, des malaises anciens, je ne l'ai jamais dit. Mais, si ce genre de phrase est dangereux, parce qu'il ouvre une porte. Et une porte ouverte est impossible à refermer sans violence. Place les témoignages affluents. Place le portrait de Michael se durcissait. On parlait de surveillance, de contrôle, de comportements inquiétants, de menaces, parfois. Sarah ne prenait rien pour acquis, mais elle comprenait le motif. Les gens n'avaient pas parlé avant parce qu'ils avaient eu peur, ou parce qu'ils ne voulaient pas se mêler d'une histoire familiale. Avec le temps, l'histoire n'était plus seulement familiale. Elle devenait un problème public, et dans ces glissements. Sarah sentit quelque chose changer en elle. Elle cessa de se demander si elle avait le droit de douter. Elle avait le droit, elle avait même le devoir. Si fut là, dans cette étape, que la disparition d'Alyssa devint transformatrice pour Sarah parce qu'elle comprit que la vérité,
parfois, n'est-ce pas une chose qu'on requiert? C'est une chose qu'on poursuit jusqu'à l'épuisement, et qui poursuivre la vérité peut vous coûter votre innocence, vos relations, votre sécurité. Mais qui n'est pas la poursuivre vous coûte autre chose, votre dignité. Elle commence à se demander si qui se passerait si elle est allée trop loin, si elle frappait au mauvais endroit, si elle disait le mauvais mot. Les histoires d'emprise familiale ont un point commun. Elles punissent ceux qui parlent, pas forcément par des coups, par l'isolement, par la disqualification, par la manipulation. On vous fait passer pour instable, obsédé, ingrate. On transforme votre recherche de vérité en folie. C'est une stratégie ancienne. Efficace. Michael jouait ces jeux-là. Il commence à présenter Sarah comme une fille manipulée par la douleur, influencée par des récits extérieurs. Incapable de tourner la page, il lui refusait implicitement la légitimité. Il la ramenait à une émotion, et Sarah comprit que c'était précisément cela. Le danger, si l'on réussissait de faire d'elle une émotion. On n'aurait pas besoin d'écouter ses faits, alors elle serait dite. Elle devint plus rigoureuse, plus Freud, plus déterminée, non pas parce qu'elle avait cessé de souffrir, mais parce qu'elle avait compris que l'émotion, dans ces combats, serait utilisée contre elle les années passaient. Et le visage d'Alice sur les affiches s'effaçait sous le soleil. Mais dans la tête de Sarah, elle restait net, douloureusement net. Elle se surprenait parfois à imaginer Alice à 18 ans, à 20 ans, à 30 ans, une vie parallèle. Une vie qui aurait dû être et cette imagination. Au lieu de consoler, coupée, parce qu'elle posait une question qu'aucun tribunal n'entend, quel monde accepte de perdre une jeune fille sans exiger des réponses. La confrontation se rapprochait lentement. Pas sous forme d'une scène unique, mais sous forme d'un resserrement. Sarah gagnait en voix, Michael perdait en contrôle. Ou du moins, son contrôle devait désormais travailler plus dur pour se maintenir. Et quand un système doit travailler plus dur, il commet des erreurs. Sarah le sentit. Elle sentit que quelque chose allait céder. Pas parce qu'elle avait une épreuve finale, mais parce que les récits trop verrouillés finissaient par se fissurer sous leur propre tension. On ne peut pas maintenir éternellement une version sans que quelqu'un, un jour, trébuche sur un détail, et dans cette attente. La peur se mélangeait à une autre émotion, plus sombre, l'anticipation. Sarah commençait à comprendre qu'elle ne cherchait plus seulement Lisa. Elle cherchait le moment où le mensonge, s'il existait, tomberait. Elle cherchait si point précis où le récit officiel se retournerait contre celui qui l'a construit. Mais si moment, quand il arrive, n'apporte pas toujours la paix, parfois. Il apporte une autre forme d'horreur, la confirmation. Sarah s'y surprit à penser, et si je trouve? Et si je découvre quelque chose que je ne peux plus oublier, certaines vérités ne libéreront pas. Elles accrescent, elles transforment votre vie en avant et après. Une seconde fois, elles continuent pourtant. Parce que l'alternative était pire, laisser Alice devenir un vieux dossier. Un mystère, une histoire qu'on raconte à distance. Sarah refusait cette distance. Elle voulait la vérité à hauteur humaine, à hauteur de sœur, alors elle avança. Avec une discipline presque inhumaine, vers 6 points où l'histoire n'aurait plus le choix. Soit elle s'éclairerait, soit elle éprouverait. Par son obstination même, qu'elle avait été construite pour rester opaque. Et dans cette avancée, une chose devint certaine. La disparition d'Alice n'était pas seulement un drame ancien, c'était une guerre de récits. Et Sarah, désormais, ne comptait pas perdre le premier choc. Si n'est pas toujours une preuve, parfois,
C'est une fissure dans les décors, une brèche si nette qu'elle oblige tout le monde à regarder la même chose au même moment. Même ceux qui préfèrent rien détourner les yeux pendant des années. La disparition d'Alice avait été traitée comme une absence triste, une affaire qui s'est refroidie. Un dossier que l'on range dans un tiroir parce qu'il n'a pas de corps, pas de témoins décisifs. Pas de scène nette, une disparition qu'on explique avec les mots les plus pratiques. Fugue, épuise. Un jour, Seymour commence à se décomposer. Parce que les temps ne rendent pas les choses plus claires, ils rendent les mensonges plus confortables. Ils rendent les versions plus rigides, ils permettent à ceux qui parlent les plus forts de devenir les auteurs officiels de l'histoire. Sarah avait grandi dans cette rigidité. Elle avait appris à respirer dans une maison où le récit était déjà écrit. Où l'on répétait les mêmes phrases comme si les répéter suffisait à les rendre vraies, mais une histoire trop répétée finit par se transformer en bruit. Et le bruit finit par fatiguer qui l'entendant. Elle n'avait pas seulement une intuition. Sarah, elle avait une poète dans la poitrine. Une sensation que quelque chose de sentil se trouvait derrière les portes qu'on lui avait appris à ne pas ouvrir, et plus elle tentait d'ouvrir ces portes par la parole. Plus elle se heurtait à la même matière, le contrôle. Le contrôle dans les réponses, dans le silence. Dans la manière dont Michael réagissait quand le fil de l'histoire glissait entre ses doigts. Le monde extérieur, lui, ne voyait pas si contrôle comme elle le voyait. Il le traduisait autrement, un père strict. Une famille compliquée, une relation difficile. Le monde aime les casses, le monde a besoin de catégories. Et fugue est une catégorie qui soulage tout le monde sauf ceux qui restent, puis l'enquête se remet à bouger. Ce ne fut pas comme dans les récits où l'on découvre soudain une preuve lumineuse, si il fut plus administratif. Plus Freud, plus abrupt. Une réouverture, un regard neuf. Ou du moins, un regard oblige de revenir sur ce qu'il avait laissé. Et avec la réouverture, une chose changea immédiatement. Michael cessa d'être simplement le père adoptif. Il devint le dernier à l'avoir vu. Et si simple déplacement de statut dans une affaire de disparition. Est une menace dans les jours qui suivirent. L'atmosphère dans la maison se modifia encore. Sarah le sentit avant même quand lui disait quoi que ce soit. On sentit genre de choses dans la manière dont les portes se ferment, dans la façon dont la voix se décide. Dans le temps que prend un regard avant de se détourner, c'était comme si la air s'était épaissie. Comme si quelque chose de l'autre s'était rapproché. Et puis, il y eut quelques journées où la maison ne fut plus seulement une maison. Des autorités, des uniformes, des voitures, des bruits de pas, des voix courtes, la sensation, tout à coup. Que les mosquées avaient toujours protégé un récit comme caillant à se faire inspecter comme une scène. Les tiroirs, les placards, les objets. Tout ce qui avait été banal devenait, soudain, suspect. Sarah n'oublierait jamais ces sentiments précis. Celui d'être dans son propre foyer et de ne plus le reconnaître, comme si la maison se retournait contre elle-même. Comme si les pièces, une à une, révélant qu'elles n'avaient jamais été neutres. On croit toujours, au fond, que les choses les plus sombres se cachent loin de nous. Dans des ruelles, dans des voitures, dans des lieux sans nom, on veut croire que le mal est un extérieur. Mais ce jour-là, le mal, ou du moins l'ombre du mal, semblait sortir des endroits les plus domestiques. Quand ils trouveront ce qu'ils trouveront, la disparition d'Alice a changé de nature. Ce n'était pas une boîte avec un indice délicat, ce n'était pas une lettre. Ce n'était pas une photo oubliée, c'était un ensemble d'objets qui ne s'expliquent pas par l'amour ou le chagrin. Des objets qui parlent de rage, de préparation, de violence potentielle, comme si
sous le récit de la fugue, vivait un autre récit, plus dangereux, plus profond. Plus difficile à regarder, Sarah entendit des mots qu'elle n'avait jamais pensé associer à sa maison. Explosives, armies, plan, manifeste. Et dans son corps, quelque chose s'est mis à trembler. Non pas par peur immédiate, mais par reconnaissance tardive. Comme si une partie d'elle avait toujours su que le contrôle n'était pas seulement une manière de parler, mais une manière de menacer. Une manière de tenir le monde en respect. Tout prit alors une dimension vertigineuse. Parce que la découverte ne répondait pas à la question où est Lisa, mais elle répondait à une autre question. Plus fondamentale, dans quel type de maison Lisa vivait-elle vraiment? Dans quel type de monde était-elle enfermée? Dans quel type de pieu? Les gens aiment croire qu'une disparition est un événement isolé, un accident. Une rupture, mais parfois, une disparition est la conséquence d'un climat. Un climat où le silence n'est pas un hasard, mais une stratégie, si dure là. Pour Sarah, quelque chose se brisa définitivement. L'idée qu'elle devait ménager le récit familial, le confort. Même fragile, s'effondra. À partir de ce moment-là, la maison ne pouvait plus être juste durée. Elle devenait potentiellement dangereuse, et cette prise de conscience est l'une des plus terribles qui existent. Découvrir que ce qui devait protéger peut aussi détruire, mais qu'il faut arrêter. Mais pas pour Alyssa, pas encore. Et cette nuance la fout une torture en soi, parce que la réalité, parfois, est plus cruelle que les histoires. On peut être arrêté pour une menace future, pour des preparations, pour des plans, et la disparition ancienne reste suspendue. Comme si elle n'était pas prouvable, comme si elle n'était pas suffisamment tangible pour être jugée. Sarah vivait alors une contradiction impossible. D'un côté, elle sentait que les découvertes confirmaient quelque chose qu'elle n'osait pas dire à voix haute depuis des années. La maison n'était pas saine. De l'autre, la justice ne lui offrait pas la réponse qu'elle cherchait. Le système reconnaissait une dangerosité, mais ne reconnaissait pas son drame principal. C'était comme si on lui disait « Tu avais raison d'avoir peur ». Tout en ajoutant « Mais nous ne pouvons pas dire pourquoi ». Michael entra dans le couloir de la justice et le monde apprit des choses qu'il ignorait. Les médias s'emparèrent du récit, parce que le récit devenait vendable. La disparition, le père adoptif, la maison, la découverte. Mais Sarah, elle ne regardait pas ça comme une histoire, elle le vivait comme un effondrement. Ce que le monde découvrait avec fascination, elle le découvrait avec nausée. Et il y avait un autre poison, la solitude. Car quand l'ombre devient publique, les jeunes réécrivent leurs souvenirs. Ils disent je m'en doutais, ils disent il était bizarre. Ils disent qu'on ne m'étonne pas, comme si la vérité, rétrospectivement, était évidente. Mais Sarah savait que ce n'était pas vrai avant. Les gens se taisaient avant. Les gens évitaient avant. Les gens préféraient la paix à l'inconfort, et cette hypocrisie tardive ajoutait une couche de rage. Pendant que Michael était jugé pour d'autres faits, l'histoire d'Alice restait dans le même état. Suspendue, sans corps, sans conclusion, avec un récit de fugue cuit. Désormais, sentait le plastique brûle. Parce qu'une fugue ne s'accorde pas avec ce que la maison révélait d'elle-même, une fugue est un mouvement. ICI, tout parlait d'enfermement. Sarah commence à comprendre un mécanisme terrifiant. Il existe des affaires où la vérité n'est pas seulement une question de preuves, mais de seuil, le seuil de horreur qu'une société est prête à regarder en face. Tant qu'on peut raconter une disparition comme une fugue, on évite de regarder le foyer comme un lieu de menace.
Tant qu'on peut dire elle est partie, on évite de dire on l'a fait terrer. Dans les mois qui suivirent, l'absence d'Alyssa devint encore plus lourde. Parce qu'elle s'accrochait à une nouvelle réalité, Michael. Le homme qui contrôlait le récit était désormais un homme que la justice considérait. D'une autre manière, comme dangereux. Cette reconnaissance partielle donnait raison à Sarah, mais ne lui donnait pas à Alyssa. Et la douleur la plus profonde, souvent, est celle-là. Avoir raison ne ramène personne. Le temps passa, Michael purgeait une peine. Les années, étrangement, avanceront avec cette lenteur particulière des drames non résolus. Sarah s'efforça de vivre. Mais vivre ne voulait plus dire la même chose. Vivre. Pour elle, signifiait porter l'affaire comme une seconde peau. Répondre aux gens qui demandaient alors, on aurait trouvé quelque chose. Avec cette même phrase qui finit par user, non à l'intérieur, portant. Elle ne cessait pas, elle changeait de stratégie. Elle a compris que le système judiciaire, seul, ne suffirait pas, parce que le système a besoin de matière solide. Et la disparition d'Alyssa avait été avalée par les premières années de négligence, par la lenteur initiale, par le cadre de la fugue. Alors Sarah commença à produire une autre forme de matière. Une matière narrative, mais rigoureuse. Une chronologie, des contradictions, des témoignages, des fragments. Elle avait appris quelque chose de précieux, quand une vérité n'a pas de corps. Elle doit avoir une voix, mais donner une voix à une disparition. C'est aussi accepter la violence du regard public, les gens commentent. Les gens jugent, les gens comparent. Certains soutiennent, d'autres soupçonnent. Sarah s'exposait, et s'exposer. Dans une histoire familiale, ce s'arrache à la dernière illusion de sécurité. Cette exposition, pourtant, faisait bouger quelque chose, lentement. Comme une pression qui s'accumulait, on commença à reparler d'Alyssa autrement. Plus seulement comme d'une fougueuse, plus seulement comme d'un visage sur une affiche. Comme d'une adolescente dont l'absence ne colle pas, et dans cette nouvelle narration. Un point revenait sans cesse. Michael avait été le dernier à la voix. Michael avait contrôlé le récit. Michael avait produit la note. La version, le cadre. Et maintenant, le monde savait que l'homme pouvait construire des scénarios de violence. Sarah se retrouvait avec une vérité paradoxale. Ce qu'on avait trouvé dans la maison ne prouvait pas ce qui était arrivé à Alyssa. Mais cela rendait soudain. L'inimaginable imaginable, et une fois que l'inimaginable devient imaginable. La société ne put plus dormir de la même façon pour Sarah. Si fut un tournant intérieur, elle cessa de se demander si elle allait trop loin. Elle cessa de craindre d'être celle qui dérange. Elle comprit que le dérangement était l'unique chance de la vérité. Parce que les mensonges survivent dans la politesse, ils survivent dans la fatigue. Ils survivent dans les phrases comme il faut avancer. Et elle n'avançait pas. Elle cruçait dans les souvenirs, dans les archives, dans les témoignages. Dans les dates, elle cherchait si qu'on avait traité en 2001. Elle cherchait ce que l'on avait accepté trop vite. Elle cherchait l'endroit exact où le récit de la fugue s'était imposé. Et pourquoi? Parce que si elle comprenait ce pourquoi, elle pourrait peut-être remonter plus loin, jusque dans ce qui avait été étouffé. Mais Cruiser, dans une affaire comme celle-ci, revient toujours à une vérité simple. Le danger n'est pas seulement dans ce qu'on découvre. Il est dans la réaction de ceux qu'on met au pied du mur. Michael, même derrière des murs, restait une présence. Une ombre, un centre de gravité. Et Sarah savait, au fond, que tant que Michael serait vivant, tant qu'il aurait une voix.
a continuer de défendre son récit et un récit défendu avec acharnement peut devenir une armée. Si fut à cette époque que Sarah comprit quelque chose d'autre, plus in time encore. Elle n'était plus seulement la sœur d'Alyssa, elle était devenue la mémoire d'Alyssa. Et être la mémoire de quelqu'un, c'est accepter une responsabilité croissante. Cela signifie se lever chaque jour avec un nom sur la langue et une absence dans le corps. Cela signifie répéter sans cesser. Elle existait, elle comptait. Elle n'est pas un dossier, plus le temps passait. Plus la disparition d'Alyssa cessait d'être un mystère pour devenir une accusation diffuse, une question morale posée au monde. Comment une adolescente peut-elle disparaître ainsi? Et comment peut-on vivre avec une explication qui ne tient que par ce qu'on l'a répété à ces longs temps? La pression publique monte par vagues, puis retombe. Puis remonte, les années sont ainsi. Elles avalent l'indignation, puis la recrachent quand quelque chose la réactiva. Sarah apprit à se servir de ces vagues, à parler quand la tension revenait. À rappeler les faits, à refuser l'oubli. Et lentement, inexorablement. Quelque chose se mit à bouger du côté des autorités, pas une révélation. Pas encore, mais un mouvement. Une oreille plus attentive, une phrase qui change. Une porte qui se rouvre à moitié. Sarah le sentit comme on sent un courant d'air avant l'orage. Elle comprit que les choses se rapprochaient d'un point de bascule, parce qu'un homme peut contrôler un récit long temps. Mais pas éternellement, surtout quand la personne qui le conteste refuse de s'épuiser. Et puis vient cette période où la voix de Sarah commence à dépasser le cercle des proches. Elle parle plus forte. Pas en criant, en répétant, en insistant, en racontant. Elle transforme la disparition en histoire continue, non pour divertir, mais pour empêcher le monde de la ranger. Elle fait si que les institutions, parfois, ne font pas. Elle donne à Alyssa une présence, et quand une disparue redevient présente dans la conversation publique. Ceux qui se croyaient protégés par le temps commençant à sentir le sol bouger sous leurs pieds. Sarah n'avait pas encore la preuve finale. Elle n'avait pas un lieu, elle n'avait pas un corps. Mais elle avait quelque chose d'autre, une pression accumulée sur un récit trop verrouillé. Et les récits trop verrouillés ont une faiblesse. Ils finissent par craquer. Non pas sous une coupe unique, mais sous l'usure. À la fin de cette étape, Sarah se rendit compte que sa quête venait de franchir une frontière. Elle n'était plus une affaire de souvenirs et de soupçons. Elle était devenue une affaire de confrontation publique. Et la confrontation publique a une conséquence directe. Elle oblige la justice à choisir une position. À rester immobile, ou à agir. Sarah savait ce que ce choix signifiait, si la justice agissait. Si ne serait plus seulement une histoire qu'on raconte, si serait une histoire qu'on jugeait. Et juger, c'est faire remonter à la surface tout ce que le temps avait essayé d'enterrer. Elle regarda alors l'absence d'Alyssa comme on regarde une ligne d'horizon avant une tempête. Elle comprit que la prochaine phase serait plus dangereuse, plus brutale, parce qu'elle toucherait au cœur du récit. Comment et pourquoi? Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit non pas de l'espoir, mais quelque chose de plus sombre, plus dense. La certitude que l'histoire allait enfin obliger quelqu'un à répondre, parce qu'on peut survivre au silence. On peut survivre à l'absence, mais on ne peut pas survivre éternellement à une question posée au monde entier. Et la question, désormais, était-elle nuée? Impossible à remettre dans un tiroir si Alyssa n'a pas fugue. Alors que ce qui a réellement été construit pour qu'on le croie, le monde aime les histoires qui se terminent proprement. Un coupable design, une sentence. Une dernière image, et puis la vie reprend. Mais certaines affaires refusent cette mécanique, elles s'étirent.
elle se déplaçant, elle changeant de visage au fil des années. Et ce qui était au départ une disparition devient une lutte contre quelque chose de plus vaste, l'oubli. L'inertie, la fatigue collective. Pour Sarah, c'était exactement cela. Une lutte contre la manière dont le temps anesthésiait les consciences. Quand Michael sortit de prison, l'air changeait encore. Il n'était plus seulement le homme du récit. Celui qui avait imposé la fugue comme une explication confortable. Il était devenu, officiellement, un homme que l'État avait déjà jugé dangereux pour d'autres raisons. Et cette réalité avait un pouvoir étrange. Elle n'éprouvait pas ce qui était arrivé à Lisa. Mais elle rendait tout le reste plus lourd, parce que désormais, la question n'était plus simplement de si Sarah se trompait,